Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle émission de Tout est comme, lancée par l'Express et l'Express Studio. Cette émission, on va la consacrer très spécifiquement à la parole des dirigeants de la sphère publique. RATP, SNCF, Air France, Radio France. Qui sont ces dirigeants à la tête d'institutions dont l'État est à leur capital? Ont-ils un rôle particulier à jouer dans le contexte de crise économique actuelle? Quelles sont les attentes des Françaises et des Français tout spécifiquement à leur égard? Voici les questions qu'on va se poser. Et pour y répondre, deux invités exceptionnels. Monsieur le ministre Jean-Pierre Farandou, qui est ministre du Travail et des Solidarités et ancien président de la SNCF, et Vincent de la Vessière, président du cabinet V comme V et auteur de l'étude Sphère publique. Tout ça, Laurent, en ta compagnie pour que tu nous donnes ton point de vue très spécifique sur ce sujet important. Et Noah, étudiante à Sud de Pub, qui va nous apporter le point de vue de la nouvelle génération. Eh bien, monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir dans cette toute nouvelle émission lancée par l'Express et l'Express Studio, Tout est comme. Alors, pour cette émission, on a choisi de s'arrêter spécifiquement sur le sujet de la communication des dirigeants de la sphère publique. Et il nous a semblé particulièrement pertinent de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes évidemment ministre du Travail et des Solidarités, mais vous avez aussi dirigé SNCF et vous avez fait d'ailleurs un long parcours au sein de SNCF. Je crois que vous êtes resté près de 25 ans, c'est ça? Plus, 45 ans. 45 ans. Ah, oui. 45 Vous ne les faites pas. 45 ans. Et notamment, vous avez même été chef de gare. Ouais. Alors ma question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes devenu ministre? Mais d'abord, c'est pas le même métier. Voilà, faut être clair. Moi, j'ai été effectivement dirigeant d'une très grande entreprise, certes publique, ça peut jouer un petit peu. On n'est pas très loin des sujets d'intérêt général, mais ça n'a rien à voir avec le métier de ministre. Hein. Alors, quels sont les grands changements? D'abord, quand vous êtes président d'un grand groupe, votre boulot, c'est de tracer l'avenir de l'entreprise, du groupe, dans la stratégie, le choix des dirigeants. Vous voyez, c'est un peu le temps long. Vous êtes là pour ça, au fond. Après, vous déléguez l'opérationnel à d'autres, vous avez des grandes équipes et vous déléguez. Là, quand vous êtes dans l'action politique, c'est beaucoup plus court. Le temps, c'est la semaine, le mois, la journée. L'heure. L'heure, ouais. Il y a une exposition au temps qui n'est pas du tout la même. C'est un peu frustrant d'ailleurs. Quand vous êtes habitué à travailler, vous voyez, sur des visions longues, là, vous avez vite compris que ce n'est pas le sujet, quoi. D'autant plus que là, dans les circonstances où nous sommes, je le sais depuis le début, on a un gouvernement qui a une durée de vie potentiellement courte. Au mieux, c'est jusqu'aux élections présidentielles l'année prochaine. Et on craignait notamment à l'occasion du budget de pouvoir tomber sur une motion de censure. Vous voyez, donc la notion du temps, le délai n'est pas du tout la même. Deuxièmement, la différence, c'est un peu lié, c'est que, en fait, c'est un métier qui est plus opérationnel. Mais c'est assez opérationnel, au fond. Quand vous êtes PDG d'un grand groupe, je vous le dis, vous ne faites plus beaucoup d'opérationnel. Là, oui, vous êtes obligé d'être aux manettes. Vous êtes obligé de bien connaître tous vos dossiers. Donc, il y a une immersion technique qui est beaucoup plus forte, ce qui m'a posé d'ailleurs une difficulté, parce que je connaissais bien le monde du travail, mais tous les dispositifs qui s'empilent les uns sur les autres sont hyper précis, hyper techniques. Il a fallu rentrer dans cette technicité-là. Voilà, donc c'est aussi un axe qui est différent. Et enfin, peut-être, vous parlez de communication, les mots ne sont pas les mêmes. Voilà, ça, On ne peut pas utiliser les mêmes mots. Exactement. Ou alors, en tout cas, le même mot n'a pas le même sens. Et en politique, les mots sont très connotés. Je vais vous donner un exemple que je peux tout à fait partager avec vous. À peine arrivé dans mon ministère, il faut communiquer. Quand vous êtes ministre, ça fait partie de votre travail de communiquer. Le journal de 20 heures, c'est ça? Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Hein. Je découvre un peu tous ces systèmes de solidarité que je connaissais moins bien que ceux du travail. Et j'exprime ce que je pense, parce que vous le savez, je suis assez franc et direct. Parce que je pense qu'on le doit aussi aux gens de dire ce qu'on pense être la réalité et la vérité. Et je dis que je m'interroge, je pense que d'ailleurs, je n'avais pas complètement tort. Est-ce que la France a toujours les moyens de financer ces systèmes de générosité très puissants qu'on ne doit pas regretter? J'utilise donc le mot générosité en sincérité, comme le petit Robert donnerait la définition du mot générosité. Et là, on me reproche en disant tu n'aurais jamais dû, parce que le mot générosité, il a une connotation négative. Et quand on est dans ton monde-là, on utilise le mot de solidarité et pas de générosité. Vous voyez, donc on voit que c'est compliqué. Peut-être trop d'ailleurs, parce que si on va au bout de ce raisonnement, on finit par plus pouvoir parler au fond. Et moi, je m'autorise toujours, en faisant peut-être un peu plus attention, à dire les choses comme je le pense, avec un français compréhensible, comme si je m'adressais à un copain que j'aurais rencontré au coin de la rue, au bistrot du coin. Je pense que c'est très important pour les Français qu'on leur parle simplement. Et vous diriez que tout votre parcours chez SNCF, vous étiez quand même beaucoup en contact du terrain, etc. Ça vous sert aujourd'hui dans vos fonctions de ministre ?
Oui, alors ce qui me sert, c'est effectivement dans la méthode Farandou, si tant est qu'il y ait une méthode, c'est la vérité du terrain comme en sport. Ouais, On dit, vous savez, ça. la vérité du match, ça sert à rien de faire des grandes préparations. À la fin, c'est le temps réel et la vraie vie qui dictent son résultat. Et donc, quand j'étais en entreprise à la SNCF, je souhaitais absolument, c'est une très grande entreprise la SNCF, je souhaitais aller sur le terrain presque une fois par semaine, et j'arrivais. Et bien là, en tant que ministre, et Dieu sait qu'au début ça a été un peu compliqué à cause de la préparation des deux budgets, sécurité sociale et budget de l'État, depuis le mois de janvier, j'ai dû faire au moins 15 déplacements sur le terrain. Voilà, donc pour moi, c'est les tranches de vie, la vraie vie, avec des vrais gens, j'allais dire, des vraies situations. Et toujours pareil, je ne suis pas tellement là pour parler, je suis là pour écouter et voir, comprendre. Voilà. Et quand vous le faites une fois, ça ne sert pas à grand-chose. Si vous le faites souvent, par accumulation de ces tranches de vie, ben vous voyez un peu la vie. Voyez, c'est ça qui rend ce côté sincère qu'on trouve en vous, qui est quand même je pense, le premier objet d'un homme politique, c'est de paraître sincère. Et qu'est-ce qui De fait que l'être certains... même. Enfin, de Ouais, l'être c'est et de ça, paraître. c'est ça, ouais, c'est Et ça. donc, qu'est-ce qui fait que certains, comme vous, sonnent vrais et, à votre avis, d'autres moins vrais? Ben, je pense que la clé, c'est aussi, par exemple, de ne pas dénier les réalités, même quand elle est difficile. C'est-à-dire que quand on me dit, mais il y a ça qui ne va pas, je ne vais pas dire, non, t'as tort, ça va bien. Ben, si tu me dis que ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Donc à partir de là, voilà, j'écoute ta phrase, même si elle ne me plaît pas, même si elle me bouscule, je l'accepte. Voilà, déjà. Je ne vais pas dire tout va très bien, Madame la Marquise. Non, s'il y a des difficultés, on les voit en face. Et après, c'est ma responsabilité, quand j'étais patron d'entreprise, patron, quand je suis ministre de ministre, de voir comment on peut traiter cette réalité. Ça, c'est très important. Sinon, les gens, vous les méprisez. Si les gens vous dites, je ne suis pas bien, ça ne va pas, et que vous dites, mais non, tu sais, ça va pas. Ça, c'est important. La sincérité, c'est dire aussi, je sais ou je ne sais pas. Pas hésiter à dire, là, je sais pas. Même quand on est ministre, on peut dire qu'on ne sait pas? Ben, je pense qu'il vaut mieux, plutôt que faire semblant. Parce que la C'est rare sincérité, elle est ça, plus là. aujourd'hui. C'est On ne peut rare. pas tout savoir. Ça, ouais. Je pense dans le monde, alors il faut savoir un minimum quand même, il faut aussi faut que ce soit un déni de compétences non plus. Mais on a le droit de le dire quand c'est vrai, parce qu'on ne peut pas tout savoir, le monde est très complexe, on peut vous poser des questions très pointues. Il vaut mieux dire, écoutez, j'entends votre question, ben, j'ai 2-3 éléments de réponse, mais laissez-moi travailler, on se retrouvera, je vous rappellerai, je vous enverrai un papier, mais voilà, et le dire. Et les gens préfèrent ça, franchement. On dit qu'Édouard Philippe, par exemple, a gagné beaucoup de points quand il a dit à un moment donné, je ne sais pas. Voilà. Et je pense qu'apprendre à dire je ne sais pas, c'est aussi une forme de sincérité et d'honnêteté. Et les gens, je pense à la communication, ils sentent tout. Vous voyez, les gens, ils ont développé des capteurs pour sentir tout. D'ailleurs, vous êtes à l'aise, pas à l'aise, vous dites des carabistouilles ou pas. Voilà, je pense que là, ils ont des capteurs très développés. Et dans ces cas-là, il faut mieux jouer la sincérité. Vous êtes donc ministre du Travail et des Solidarités. Donc le travail, c'est une notion qui est très questionnée en ce moment. Et je crois d'ailleurs que tu avais une réflexion. Si on regarde la notion de travail depuis la Seconde Guerre mondiale, nos grands-parents n'avaient pas la même relation au travail que nos parents, qui n'a pas la même relation au travail que nous-mêmes et qui ne sera pas la même que nos enfants. Et j'ai l'impression qu'il y a eu à la fois des grandes évolutions et que là, on est en train de vivre une vraie bascule dans la façon dont on crée ce lien avec le travail. Il y a une étude Forrester, alors il y a peut-être d'autres chiffres, qui dit que 27% des gens sont satisfaits au travail. Ça veut dire qu'à peu près 73% ne sont pas pleinement satisfaits. Et on le voit, le travail, il y a le travail, c'est la santé, mais le travail, c'est aussi un peu, si je suis épanoui au travail, je suis épanoui dans ma vraie vie, dans la société, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas l'imaginaire collectif, ce récit partagé autour de cette notion de travail, ne serait-elle pas, à l'aune d'une révolution numérique en cours, en plus, qui est en train de tout chambouler, ne serait-elle pas à réécrire ? Oui, alors c'est sûr que le travail, c'est pas le même. Voilà, je suis assez d'accord avec vous. Les générations passent et le travail lui-même n'est pas le même et la relation au travail n'est pas le même. Je pense qu'en gros, les 30 Glorieuses, la génération, en tout cas de mes parents, et moi je suis un peu à la limite, c'est le travail très émancipateur, le travail qui permet de progresser, c'est la promotion interne. Donc c'est le travail qui aussi vous permet de vous élever dans la vie, à la fois en position sociale mais aussi en rémunération, donc qui vous permet de faire un petit patrimoine, d'acheter une maison, et avec cette image de la retraite d'ailleurs, cette espèce de nirvana, à la retraite je suis rentier quoi. En gros, il y a un moment où j'arrête, voilà, j'ai ma maison et je peux vivre tranquillement de belles années quoi. Voilà, donc c'est un peu ce schéma qui était inscrit et assez homogène au fond dans la tête de tous les Français. Et là, il a changé. Ce schéma, il a changé. D'abord, les gens se projettent moins. Bon, on est plus à court terme et moins dans la projection à 10 ans, à 20 ans, là encore moins à 30 ou 40 ans. C'est un peu now que ça se passe quand même, hein, donc certainement pas plus au-delà. Et au fond, le travail, moi, je le représente un peu comme un monde, une espèce de jeu vidéo à plusieurs niveaux, où chacun fait son chemin.
Voilà, il y a un peu Super Mario, vous avez des récompenses de temps en temps, là, parce que chacun choisit un peu, parce que c'est ça le travail. Et au fond, je pense que les gens veulent d'ailleurs être de plus en plus acteurs. C'est moins des rails, excusez-moi du parallèle, qui vous guident. C'est vraiment, moi, je veux être acteur de ma vie. Ma vie professionnelle se mélange à ma vie privée d'ailleurs. Tout ça est un continuum, est un équilibre à trouver. Donc les natures d'équipe peuvent varier selon les circonstances là aussi. Et au fond, c'est une espèce d'aventure qui est pas définie. Voilà, vous avancez dans un monde incertain. Les plus rapides, les plus malins, les plus prudents, voilà, selon les circonstances et les personnalités, chacun va faire son chemin. Et moi, ce que je voudrais privilégier, c'est ça. C'est d'être acteur de sa vie au fond, en grand, et acteur de son travail donc aussi. Voilà, mais je pense que ces choix-là personnels correspondent en fait à une plus grande diversité des personnalités. Avant, c'était beaucoup plus cadré, beaucoup plus homogène, beaucoup plus standard quelque part. Je pense que maintenant, les personnalités s'épanouissent différemment, trouvent leur chemin différemment, prennent leurs risques différemment. Et c'est ça qu'il faut accepter, en fait, un monde beaucoup plus divers et où chacun peut faire son chemin. Alors justement, tu parlais de la nouvelle génération. On a été interrogé Noah, qui est une jeune étudiante à Sup de Pub, et qui a une question à vous poser, Monsieur le Ministre. Moi, je fais partie de la génération Z et pour nous, le travail est important, mais ce n'est plus la seule priorité. Nous, on veut aussi pouvoir avoir une vie en dehors du travail, pouvoir faire du télétravail, pouvoir avoir des horaires flexibles. Moi, je ne me vois pas faire du 8h-20h du lundi au vendredi. Je veux pouvoir profiter de ma vie en dehors du travail, mais aussi profiter pendant mes heures de travail avec un travail qui me plaît. Vous, Monsieur le Ministre, que mettez-vous en place pour nous offrir ça, nous, à la génération Z ? Alors, moi, je suis modeste là aussi. Le ministre, c'est pas lui qui fait tous les jobs, tous les emplois de la France. Ça se passe dans l'entreprise. Là, pour le coup, c'est mes 45 ans d'entreprise derrière moi. Franchement, la réalité du travail, c'est l'entreprise, dans toute leur diversité. Moi, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce qui me frappe, moi, j'ai lu un bouquin il n'y a pas très longtemps qui m'a intéressé parce que je trouve que le logiciel était bon, donc je me permets de me le réapproprier, de vous le livrer. C'est exactement ça. La plupart des gens maintenant, mais même les gens, c'est pas un problème d'âge, de génération Z, je pense que là, c'est assez universel. Il n'y a pas que le travail dans la vie, quoi. Il y a la volonté d'avoir quelque chose d'à côté qui donne du sens. Le travail peut donner du sens, pas toujours assez, dans ces mots 27% là. Bon, il faut bosser pour gagner sa vie, ça tout le monde est à peu près d'accord avec cette idée-là, mais peut-être que je peux trouver plus de sens à côté, dans mes engagements associatifs, dans mes engagements politiques, dans le bénévolat, dans le sport, dans l'art, dans l'expression personnelle. Enfin, on voit bien que les gens, ça fait partie de ce monde, ils cherchent à équilibrer les pôles. Et d'ailleurs, on est meilleur au travail si on équilibre, si on se régénère, même au niveau mental, si on fait attention à sa santé, en faisant du sport, etc. Moi, je comprends tout à fait. Le télétravail, c'est pareil. Moi, je suis plutôt pour. On l'a tous subi, on l'a inventé à cause du Covid. Mais au fond, c'est pas idiot. Et quand on peut rester un jour, 2 jours, pas plus, parce qu'après, on coupe trop par rapport à l'entreprise. Mais moi, ça me choque pas du tout des salariés qui me disent, moi, je veux rester 1 jour, 2 jours chez moi. Moi, je leur fais confiance. Ils vous le rendent. De manière, la règle générale, quand vous faites confiance aux gens, généralement, ils vous le rendent bien. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Donc tout ce qu'a dit cette jeune femme, moi, ça me va très bien. Et je suis prêt tout à fait à aider à le faire rentrer dans les bonnes pratiques dans les entreprises. Alors, on va garder Noah encore pour une question avec nous. On va revenir, recentrer sur notre sujet, qui est le sujet de la communication. Et voilà, vous allez voir ce qu'elle nous dit sur son regard de la communication des dirigeants publics envers sa génération à elle, qui est la génération Z. D'accord. Total, RATP, EDF, Enedis, Air France et Airbus, Areva. Dès qu'une crise internationale nous touche, c'est toujours la même chose. Personne n'en parle. Air France, par exemple, avec la montée des prix de l'essence et les tensions sociales, la seule solution, c'est le silence. En tout cas envers nous, la Gen Z, et sur les réseaux sociaux. Les institutions essayent d'être proches de nous, avec des CM, des trends. Mais dès qu'une crise nous touche, on parle de tout sauf de ça. Et même quand il y a des prises de parole, c'est souvent sur des comptes officiels, avec un ton très formel, et nous, on se reconnaît pas vraiment dans ça. Si ils veulent être proches de nous, peut-être faudrait-il s'adresser directement à nous, là où on nous trouve. Et ce décalage renforce le plafond de verre. En ne parlant que très peu des crises qui touchent pourtant notre vie de tous les jours, ces institutions semblent de plus en plus décalées avec nos préoccupations. Cela donne juste l'impression qu'elles veulent protéger leur image sans parler des vrais sujets. Mais ce manque de courage fait juste chuter leur capital sympathie. Nous, on veut juste savoir que l'institution qui nous fournit du gaz ou des billets d'avion vit dans le même monde que nous. Et à force de trop garder le silence pour plaire à tout le monde, on finit par plus vraiment y croire. Monsieur le ministre, vous ne trouvez pas qu'à trop marquer de distance, certains dirigeants risquent de rompre le lien avec notre génération qui attend pourtant des prises de parole concrètes ? Oui, mais c'est ce qu'on disait, c'est de parler vrai, c'est pas dénier les problèmes, mettre des mots sur les situations, que les gens se disent, au moins il a compris qu'il y a un problème, quoi, parce que s'il met pas des mots sur le problème que moi je vis, il est déconnecté, la fameuse déconnexion.
Alors, c'est pas évident. Alors, moi, je suis partisan de ça, bien sûr. Hein, vous avez qu'à regarder mes interviews. Moi, je me débine pas sur les questions. Vous savez, d'ailleurs, souvent, les journalistes trouvent que je suis un bon public parce que, justement, je réponds aux questions qu'on me pose. Par politesse. Oui, oui, du courage, c'est mon fort, mais il y a de l'authenticité. Si la question se pose, elle se pose. Et donc, Est-ce que vous dites qu'il n'y a rien à risquer, il faut prendre les questions, ouais. il faut... Oui, il faut les prendre, même désagréables, parce que si elles se posent, elles se posent. Si les Français... Finalement, quand un ministre fait une matinale, ben, le journaliste vous pose des questions que les Français se posent. Hein. Donc, si vous êtes là pour vous adresser aux Français, on le sait bien, à travers l'interview, c'est les Français que vous voulez toucher, entre guillemets, avec qui vous voulez échanger, au fond. Et ça commence par ça. Effectivement, si les Français ils ont un problème, vous n'allez pas dire, mais non, il n'est pas... Bon, voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, il faut aussi voir que, parce que la vie serait si simple, hein, un ministre aussi, il représente un gouvernement, un pays qui dirige le pays. Il faut quand même toujours donner un bout de ciel bleu. Vous ne pouvez pas non plus tomber dans le truc à dire « mais c'est la catastrophe, vous avez raison, on ne va jamais s'en sortir, c'est l'horreur totale ». Vous ne pouvez pas non plus dire ça. D'abord, je ne le pense pas, vous savez, je suis un optimiste permanent. Donc, vous acceptez la réalité. 2, vous dites comment on peut faire pour l'arranger. 3, on va s'en sortir. Moi, je crois à la force et aux atouts de ce pays. Je crois en nous, je crois aux Français. Il y a un chemin. Voilà. Donc moi, j'ai toujours une approche positive parce qu'au fond, c'est aussi la même chose qu'en entreprise. Hein. Une entreprise, elle a des défis, elle a des concurrents. Si vous dites, le concurrent vient de bouffer tout cru, on ne va jamais y arriver. Voyez, il faut aussi assumer que... Alors j'espère que ce n'est pas over, c'est là il faut faire attention que ce ne soit pas excessif, mais quand même, je tiens absolument, moi, à toujours dire, c'est dur, mais on va y arriver. Voilà. Et ensemble, parce qu'un pays va s'en sortir ensemble. Ce n'est pas les uns contre les autres, en regardant nos petits nombrils, nos petits intérêts personnels ou de petits groupes. C'est ensemble, en faisant pays, en faisant nation, qu'on va faire face aux grands défis de ce monde. Donc, de l'optimisme, mais de l'optimisme réaliste. Exactement. Révolution industrielle, révolution de la technologie, l'arrivée de l'IA depuis 2-3 ans qui arrive fortement dans nos métiers, même dans toutes les industries. Quel regard vous portez sur ça et est-ce que vous êtes optimiste et réaliste? À quel point vous êtes optimiste et réaliste sur cette vague? Comment je raisonne sur l'IA? Alors d'abord, je suis humble, je ne suis pas capable de vous caractériser en 5 phrases qu'est-ce qui va se passer exactement. Par contre, c'est la taille de la vague, c'est une grosse. C'est une grosse vague, donc elle va bouger les choses. Le monde du travail va être bougé, les métiers vont bouger, les organisations vont bouger, ça va être fort. C'est une révolution technologique, on va dire, d'une très grande ampleur. Moi, je viens du sud-ouest, on fait du surf dans le sud-ouest. Quand la vague arrive dans le sud-ouest, ou ailleurs, quand on fait du surf, vous avez d'abord, si vous voulez, alors 2 attitudes, ou vous faites rien, elle vous soulève et elle vous laisse, elle part. Donc vous, voilà, vous avez loupé la vague. Pire, si vous êtes un peu trop au bord, vous la prenez sur la tête, c'est-à-dire la vague, elle déferle, boum, elle vous écrase. Bon, pas terrible non plus. Si vous voulez être un bon surfeur, il faut commencer à ramer, prendre la vitesse de la vague. Vous prenez la vitesse de la vague, hop, et là, le petit coup d'équilibre, vous montez sur la vague et vous surfez. C'est ce qu'il faut faire, il faut ramer, il faut prendre la vitesse. Prendre la vitesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire former massivement les gens. Moi, mon ambition, je vais faire l'ambition. L'ambition, elle a été exprimée il y a 1 an. Former 15 millions de personnes dans ce pays d'ici 2030. Je suis en train de monter le plus grande formation jamais faite, je vais le faire. Je vais faire un plan d'ingénierie de formation pour former 15 millions de Français à l'IA. Peut-être, comme l'émission notre discussion touche à sa fin, une dernière question pour vous, Monsieur le Ministre. Je sais que vous êtes très intéressé à la nouvelle génération, à leur rapport au travail, à ce monde qui se transforme. On vient de parler de l'IA. Quel conseil vous donneriez à un nouvel entrant sur le marché du travail qui est peut-être un peu désemparé, qui ne sait pas exactement comment il va réussir son parcours? Est-ce que vous avez un conseil à lui donner, un conseil d'homme à homme, j'ai envie de dire? Oui, de personne à personne. De personne à personne. On ne va pas genrer le conseil. Oui, alors ce qui me frappe, c'est ce que j'observe. On a un petit problème, je ne sais pas si c'est ailleurs, mais nous en France, on a un problème entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui ont des emplois, et ils ont des profils attendus, et on a des jeunes générations qui arrivent, qui ont des attentes, et ça ne matche pas toujours. Alors c'est désagréable pour tout le monde, parce que pour les entreprises, elles n'ont pas les ressources dont elles ont besoin, et pour les jeunes qui ont fait des efforts, qui ont des diplômes, ils sont déçus, ils sont frustrés, parce que c'est compliqué de trouver du boulot. Ouais, c'est désespérant, ça, c'est agaçant. Et ça va aller de plus en plus visiblement. Oui, et en plus, voilà. Donc là, il y a 2 réponses. La réponse de fond, c'est-à-dire qu'il faut corriger ça, c'est l'orientation des jeunes. Je pense qu'on n'est pas encore assez bon dans ce pays pour bien orienter les jeunes. L'orientation, c'est 12, 13, 14 ans, y compris les métiers genrés. Il n'y en a pas d'ailleurs, les métiers genrés. Il faut dire aux jeunes femmes, aux jeunes filles, ça n'existe pas. Vous pouvez tout faire, tout. Et c'est à ce moment-là que se forgent un peu les premières projections. Et deuxièmement, les métiers, ce qui se passe aussi, c'est que les jeunes, parfois, ils ont une vision très réduite du possible, parce qu'ils voient leurs parents, leurs voisins, ils ne se rendent pas compte que c'est hyper large, les métiers qu'on peut faire, mais c'est pas infini, mais presque. Les entreprises, les métiers, voilà. Il faut qu'ils captent ça et que là, tiens, ça leur plaît. Et 3, on leur doit
de dire, si tu vas là, tu as plus de chances d'avoir du boulot que si tu vas là quand même. Il faut le dire assez tôt. Sinon on se fracasse, on fait 5 ans d'études, 10 ans d'études, et puis on est déçu. C'est dommage. Vous voyez, c'est du gâchis. Ça, c'est comment on va corriger tout ça sur le moyen long terme. Parce qu'il faut un peu de temps pour le faire. Il faut décider et il faut du temps. 2, à court terme, il faut que chacun fasse des efforts. Il faut que les patrons d'entreprise disent, c'est pas forcément une personne qui match, mais le savoir-être est bon, il ou elle a envie, je sens le fit, je la prends. Et inversement, le ou la jeune doit dire, bon, c'est pas tout à fait peut-être le jeu que je voulais, mais quand même, le patron il a l'air sympa, la boîte est tonique, allez, je prends dans l'aventure. Et après, là encore, faisant confiance à ce monde devant moi, je vais m'en sortir. Voyez ? Parce qu'après, les compétences, ça se rajoute. Un peu de formation, maintenant, on parlait de l'IA. L'IA est une formidable machine pour apprendre vite. Hein. Voyez, donc je pense que c'est ça. Il faut que chacun fasse le petit pas de côté qui va faire que là où c'est écarté, ça va se matcher. Voilà, c'est ça que je proposerais, parce que c'est un couple, en fait. C'est les employeurs, les employés, c'est les jeunes et les entreprises. Et le Jean-Pierre Farandou de 12-14 ans, est-ce qu'il se doutait qu'il deviendrait ministre? Ah non, Jean-Pierre, non, il était loin. La vie était plus simple, honnêtement. Ma génération, c'était beaucoup plus simple. Là aussi, il faut l'admettre. C'est pour ça que je ne donne jamais trop de leçons sur que nous la vie était plus facile. Non, je m'imagine. Franchement, je me suis jamais projeté. Et la vie, on parlait du monde, là, de Super Mario, il m'a donné j'ai pris des gains, là, j'ai pris des miles, là. Et au fond, comme j'ai dit, les opportunités sont passées, je les ai prises. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Et hop, je me suis retrouvé à la SNCF. Et puis une autre opportunité est arrivée. Je suis ministre de la République et je suis heureux de l'être. Eh ben, un grand merci, Monsieur le Ministre, pour cet échange très direct avec nous. Merci à vous deux. Nous arrivons donc à la fin de notre première partie d'émission et nous accueillons désormais notre second invité. Comment le contexte politique, économique, international percute-t-il la parole des dirigeants de la sphère publique? Voilà la question que nous allons nous poser avec Vincent Delaveissière. Vincent, bonjour et bienvenue dans Tout est comme. Bonjour Marie-Virginie, bonjour Laurent. Tu as fondé V comme V après un brillant et long parcours dans la communication. Tu as notamment été à la communication du ministre de l'économie et des finances. Tu as ensuite dirigé la communication de grandes structures comme Lyonnaise des Eaux, devenue Lyonnaise des Eaux Suez, puis devenue Engie. Tu as aussi dirigé la communication de PPR, Kering. Et tu viens de sortir ton étude Sphère publique, une étude que tu sors tous les 2 ans et dans lesquelles tu analyses la communication des dirigeants de la sphère publique. En 2 mots, est-ce que tu peux nous dire ce que ça donne cette année, ton étude? Alors, c'est une étude qui est très perturbée parce qu'elle est percutée par le contexte géopolitique et le contexte politique avec l'agenda de la présidentielle de 2027. Et je vais vous en donner la démonstration avec les 5 premiers du classement. Vous avez Nicolas Dufourcq, numéro 1, numéro 2, Éric Trappier, Dassault Aviation, numéro 3, Patrice Caine, Thales, numéro 4, Guillaume Faury, Airbus, et numéro 5, enfin, une femme, Catherine McGregor, Engie. Et vous voyez bien que dans ce tableau, vous avez 3 tenants de, entre guillemets, l'économie de guerre, Dassault Aviation, Thales, Faury, et puis, vous avez, pour Nicolas Dufourcq et pour Catherine McGregor, vous avez 2 dirigeants publics qui, eux, sont issus de cette configuration politique inédite. Je m'explique. Il y a, depuis la dissolution, un vide politique. On a un État défaillant et un État impuissant qui n'a plus d'argent. Quand je dis un État défaillant, c'est que c'est le vide politique qui se caractérise par l'instabilité politique, le chaos parlementaire, par l'absence de visibilité. Il y a un vide politique et il se trouve qu'il y a un certain nombre de dirigeants publics qui, forts de leurs convictions, parce qu'ils sont suffisamment indépendants, ont eu le courage de monter au créneau et de défendre un certain nombre de convictions. Ils ont des chevaux de bataille. Nicolas Dufourcq, ça a été son bouquin sur la désindustrialisation, puis son bouquin sur la dette sociale. Catherine McGregor, elle s'est imposée en 2025, elle s'est révélée parce qu'elle a pris fait et cause, elle a défendu et illustré la cause des ENR, qui avait fait l'objet de récupération politique. Et ça, tu penses que c'est une demande de la part des Français d'avoir des dirigeants qui s'engagent dans le débat public pour combler ce vide dont tu parles? Ou au contraire, tu penses que c'est les dirigeants qui se sentent pousser des ailes et qui y vont justement pour occuper un peu l'espace médiatique? Moi, je pense qu'on a besoin
de dirigeants qui disent la vérité, donc qui parlent vrai. La nature a horreur du vide. Donc ce vide politique méritait d'être comblé, et cette fois-ci par un plein économique. Et c'est ça qui est intéressant dans cette étude 2026, c'est qu'il y a non seulement Nicolas Dufourcq et Catherine MacGregor, mais le 6e, c'est François Villeroy de Galhau. C'est aussi une vigie, c'est aussi un lanceur d'alerte et un lanceur d'alarme. Et donc, de quel bois ils sont faits, finalement? C'est ça qui est intéressant. C'est que dans cette configuration inédite, ils ont eu le courage de monter au créneau. Dans ce brouillard, ils sont des boussoles. Dans cette, pardonnez-moi l'expression, bordélisation du commentaire permanent, ils démêlent le vrai du faux par leur part de voix et par la façon dont ils cultivent leur capital de visibilité. Ce sont des influenceurs économiques. Et donc, ils parlent à tout le monde, y compris aux jeunes, de ce fait-là, puisqu'ils s'expriment dans les réseaux sociaux également. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, et c'est un peu paradoxal, ce sont des dirigeants du public économique qui sont, à l'heure actuelle, les vrais patrons dans la cité, au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire au sens politique et non politicien du terme. Ce sont des éclaireurs. Et enfin une patronne. Ça faisait 18 ans depuis Anne Lauvergeon qu'il n'y avait pas une patronne dans ce classement. Et ça, c'est vraiment réjouissant parce que Catherine MacGregor, elle est à la tête d'Engie depuis 5-6 ans. Là, en 2025, elle s'est vraiment imposée. Elle a gagné en densité, en surface médiatique. Elle s'est imposée à la tête d'Engie et elle a vraiment, tout au long de l'année, dans tous les médias, pris fait et cause pour les ENR. Les ENR qui avaient fait l'objet de calculs politiques, de récupération politique. Il y avait toute une frange conservatrice de l'échiquier politique qui ne voulait plus en entendre parler. Elle a eu le culot de commander un sondage à l'IFOP, Jérôme Fourquet, 12 000 personnes interrogées. Résultat éblouissant, compte tenu de la cause qu'elle entendait défendre, 85% de Français favorables aux ENR. Et du côté des DIRCOM? Alors, du côté des DIRCOM, d'abord, ils ne sont plus les seuls à occuper la fonction. La fonction de communication, elle est devenue tellement stratégique qu'elle est occupée en fait par 3 sortes de personnes dans une entreprise. 2 personnes internes, 1 personne externe. Il y a bien sûr le DIRCOM ou la DIRCOM, mais on ne lui dit pas tout, parce que l'environnement est devenu très compliqué, et pas que géopolitique. Il y a une deuxième strate, ce sont les directeurs de cabinet. Ça, c'est apparu il y a une quinzaine d'années, par exemple. Vous avez la moitié du CAC 40 qui a des DIRCAB. Et eux, ils sont censés tout voir et tout savoir. Mais, tout comme le DIRCOM, ils ne peuvent pas tout dire à leur patron. Et il y a une 3e catégorie, oui, ce sont les agences. Bien sûr, c'est normal. Qui ont un rôle de plus en plus important, y compris dans ton étude? Qui ont un rôle de conseil stratégique qui souvent s'inscrit en complément du rôle exercé par les DIRCOM. Et donc, le monde est devenu tellement complexe, les patrons, ils sont en permacrise. Avant, il y avait une crise systémique qui arrivait une fois tous les 5 ans, par exemple la crise des subprimes, et puis il y avait une crise pays ou une crise produit à l'intérieur même de l'entreprise. Maintenant, en plus de la crise pays ou de la crise produit qui peut se produire dans l'entreprise, chaque patron qui se respecte se doit d'affronter 8 à 9 crises en simultané. Il y a la crise géopolitique, il y a la crise énergétique, il y a la crise environnementale, il y a la crise réglementaire avec la Commission européenne. Les prix. Bref, ça n'en finit pas. Et donc, il faut qu'ils se musclent en matière de communication. Et c'est ce qui explique le fait qu'il n'y ait plus ce monopole exercé par les directrices ou les directeurs de la communication. Maintenant, ils exercent toujours un rôle tout à fait éminent parce que ce sont les vigies, les tours de contrôle et le rôle de l'agence, les exécutants. Le rôle des agences, c'est de redonner un point de vue extérieur. D'offrir un benchmark. Exactement. Et de remettre du contexte
et aussi, sans doute, de donner des idées nouvelles et d'écrire des narratifs puissants. Exactement. Parce que là, il va falloir raconter l'entreprise autrement. Là aussi, je pense qu'il y a une petite révolution, c'est au niveau des médias. Vous avez, en fait, moi, ça m'a vraiment explosé la figure lors de ma dernière étude CAC 40. En fait, il y a eu 2 phénomènes. Tous les journalistes automobiles m'ont parlé de Anatomy of a Comeback. C'est l'histoire de Renault, Transform or Die, avec une puissance incroyable. Vraiment une série, en fait, Une série, réalisée autour une de la série façon Netflix, Behind Closed Doors, pédagogie. Ça permet de joindre évidemment les jeunes qui sont essentiellement sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Et ça permet de réconcilier l'interne et l'externe, qui avait connu un moment de divorce. Et donc, ça suscite la fierté d'appartenance. Et là, c'est d'une puissance inégalée. Alors évidemment, ça coûte un peu cher, mais ça, c'est à l'extrême. Mais à l'opposé de cet extrême, vous avez par exemple une dirigeante comme celle de Veolia, Estelle Brachlianoff, qui parle à Ludovic B sur YouTube. Et là, ça coûte beaucoup moins cher, mais c'est tout aussi efficace. On la voit in situ, in concreto, le jour des résultats. Ça pique un peu, il est 6h30. Elle s'apprête à le présenter à la communauté financière, puis aux journalistes. Puis elle part en roadshow, elle va aux États-Unis. Elle fait un Capital Market Day en Hongrie. Et puis elle va sur un site industriel de déchets dangereux. Enfin, on est dans la vraie live. vie. Ouais. On est dans la vraie vie. Et mon sentiment, c'est que chaque entreprise, qu'elle soit publique ou privée, va devoir se réinventer. Et c'est là que les plateformes et les créateurs de contenu individuels, ils peuvent tenir le haut du pavé. On touche bientôt à la fin de notre deuxième émission. Juste peut-être un dernier mot pour tous les DIRCOM qui ne sont pas au classement auquel ils auraient souhaité être dans ton étude, Vincent. Quels conseils? Tu sais que nous, on est très écoutés aussi par la nouvelle génération, notamment tous les étudiants en communication. Quels conseils tu donnerais aux jeunes communicants qui veulent réussir et un jour arriver dans ton classement? Innover, innover, innover. Avoir des formats innovants, ne pas toujours observer la routine, sortir de sa zone de confort. C'est uniquement dans les best practices qu'on puise les meilleurs, quoi. Eh ben, un immense merci à toi, Vincent. Un immense merci à nos 2 invités exceptionnels. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Laurent, pour ton regard. Visiblement, à l'heure où la parole politique n'a jamais été aussi challengée, celle des dirigeants du public n'a jamais été aussi attendue, à vous en croire tous les deux, Vincent et Monsieur le Ministre Jean-Pierre Farandou. Un immense merci aussi à Sourire Productions, à toute l'équipe de l'Express, de l'Express Studio. Et nous, on sera très heureux de vous retrouver le mois prochain pour la 3e émission de Tout est com.